testé Ouais, encore un événement, les vendredi. gars, Il a ces derniers jours pour plutôt minimisé les attentes. l'Ukraine. Fallait pas s'attendre à un accord. Sa porte-parole de la Maison Blanche l'a dit encore hier. Il a parlé maintenant d'un cessez-le-feu. On ne connaît rien de ces conditions, mais on ne sait pas. Et c'est là où il va être testé. Cette affinité entre les deux dirigeants va être testée. Est-ce qu'il va accepter que Vladimir Poutine mette ses conditions? On sait que quand il a envoyé Steve Witkoff à Moscou il y a 2 semaines, la Russie avait annoncé que ok, un cessez-le-feu en échange du contrôle officiel de certaines régions occupées actuellement par la Russie. Là, il n'en parle pas, Donald Trump, mais est-ce que ça va être discuté vendredi? Donc on ne sait pas ce que les États-Unis, ce que Donald Trump va accepter de Moscou. C'est toutes ces conditions, toutes ces questions qui restent en suspens. Mais effectivement, donc il dit, il ne faut pas attendre un maximum de ce sommet de vendredi. Il y aura une autre réunion. Et moi, ce qui m'a marqué dans son intervention il y a quelques minutes, Donald Trump, il a dit même cette deuxième réunion, j'y serai ou j'y serai pas. Si on a besoin de moi, éventuellement, j'y serai, mais sinon, je n'y serai pas. Ce qui est pas tout à fait ce qu'avait dit Emmanuel Macron un peu plus tôt, que ce serait une réunion au moins à 3, Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Donc voilà, il pose déjà les bases qu'effectivement, il y aura un deuxième sommet dans l'espoir que finalement, la Russie, Moscou et Kiev pourront s'entendre sans forcément l'intervention des États-Unis, ce qui est assez nouveau. Elisabeth Guedel, donc notre correspondante à New York. Et puis il y a une tonalité qu'on n'a pas encore entendue, c'est celle de l'Ukraine. Et là, on va retrouver un... Est-ce que vous pouvez le convaincre d'arrêter de cibler des civils en Ukraine? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà eu cette conversation avec lui, j'ai eu des très bonnes conversations avec lui. Et après, je vois qu'il y a des roquettes qui atteignent des appartements, des civils. Donc je pense que la réponse c'est non. Je veux arrêter cette guerre. Je veux arrêter cette guerre qui a été faite par Biden. Je veux l'arrêter pour qu'elle soit ajoutée à la liste des guerres que j'ai arrêtées. Mais la réponse à votre question, c'est non. J'ai eu une bonne conversation avec Vladimir, on s'entend très bien. J'ai subi des mensonges à propos de la Russie et moi j'ai eu une bonne relation avec Vladimir Poutine. Il y avait cette fausse investigation sur la Russie créée par Hillary Clinton et tout ce groupe de menteurs. Et c'était très dangereux. Et j'aurais pu négocier beaucoup mieux sans ce grand mensonge. Ces gens-là ont mis notre pays dans un danger vraiment monumental. Il y avait tous ces gens qui détestent Trump, 18 d'entre eux. Il y a eu des années d'investigation. Et tout ça, c'était un mensonge créé par les Clinton et Hillary en particulier. Et maintenant, depuis 2 mois, avec tout ce qu'on apprend de la part des renseignements, c'est vraiment incroyable. Vous voyez, ces gens-là, ils nous mettent en danger. Je vous remercie maintenant. Voilà, fin de la prise de parole de Donald Trump qui systématiquement, même à travers cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'utilise, l'instrumentalise aussi pour régler ses comptes avec les démocrates et ceux qui sont ses ennemis héréditaires, c'est-à-dire ses anciens adversaires, Joe Biden et Hillary Clinton. Enfin, ce qu'il dit quand même, ce que l'on entend ce soir, c'est qu'il dit avoir une bonne relation avec Poutine, qu'il veut pouvoir avoir une autre rencontre ensuite, qu'il y soit ou pas, entre Vous avez Vladimir compris, Poutine et Volodymyr Trump Zelensky. il va arrêter la guerre, donc voilà. Quelques minutes qu'il menaçait la Russie de conséquences très graves si elle ne mettait pas fin à la guerre en Ukraine. On va y revenir, mais je propose quand même qu'on prenne aussi le pouls ukrainien. On va retrouver Nicolas Coadou, qui est un micro pour BFM TV, parce que pendant qu'il y avait ces réunions tout à l'heure avec les Européens, avec Donald Trump, et auxquelles participait aussi Volodymyr Zelensky, on a entendu quand même Volodymyr Zelensky marteler que s'il y avait bel et bien une personne qui ne voulait pas la paix, c'était le président Poutine.
Alors, je vous ai très mal entendu, Alain, mais oui, effectivement, Volodymyr Zelensky qui a tenu une conférence de presse avec le chancelier Merz en rappelant, oui, que Vladimir Poutine ne voulait pas de cessez-le-feu, ne voulait pas la paix. Finalement, c'est une manière pour Volodymyr Zelensky de tenter de réisoler Poutine, de faire finalement un bloc qui veut un cessez-le-feu, qui veut la paix, un bloc avec les Ukrainiens, les Européens et également les Américains, et mettre d'un autre côté un Vladimir Poutine qui, lui, ne voudrait pas la fin de cette guerre. Et là, on veut pour preuve les récentes offensives que Vladimir Poutine opère notamment dans la région du Donbass. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui appelle ses alliés européens, et c'est important également les Américains, à continuer à maintenir une pression sur la Russie de Vladimir Poutine, et ça passe notamment par un accroissement des sanctions. On sait que l'Union européenne prépare déjà un 19e paquet de sanctions contre la Russie. Il explique, lorsque Vladimir Poutine dit que ces sanctions ne font pas de mal à l'économie russe, il bluffe, l'économie russe est aux abois et il appelle donc à amplifier ces sanctions. Il a également dit, Volodymyr Zelensky, et finalement c'est ce qu'il répète depuis maintenant une semaine, il dit avoir répété à Donald Trump qu'il ne souhaitait pas céder des territoires non conquis par la Russie. Une référence au Donbass, c'était une réponse à un journaliste qu'il a interrogé. C'est assez important sur les attentes du sommet de vendredi prochain. La correspondante à New York expliquait qu'il y avait finalement peu d'attentes du côté américain. Un journaliste a demandé à Volodymyr Zelensky s'il qualifiait selon lui cette journée d'historique. Volodymyr Zelensky a expliqué qu'il n'utiliserait pas des grands mots tels que celui-ci, en rappelant une fois de plus que tout ce qui concernait l'Ukraine devait se décider avec l'Ukraine. Merci Nicolas Coadou qui est en direct de Dnipro pour BFM TV avec Théo Touché. Il y a aussi ce qui se passe sur le terrain militaire, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il n'y a pas de pause dans la guerre. Elle continue, elle est importante, et ça on va voir ça maintenant avec Stéphane Maggiolini justement, parce que l'armée russe progresse, et même progression très importante. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. 110 km² en l'espace de 24 heures, c'est la surface revendiquée par Moscou. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, il s'agit là de la plus grosse progression quotidienne depuis plus d'un an, mai 2024, pour être un peu plus précis. Alors, preuve de l'importance de cette percée, l'évacuation d'habitants ordonnée aujourd'hui par l'Ukraine dans une dizaine de localités à l'est du pays. On va voir ça, je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez voir justement ces données dont je vous parlais. 110 km² supplémentaires en l'espace de 24 heures, plus grosse avancée depuis un peu plus d'un an. Regardez donc cette carte avec cette bande d'oblast, de régions convoitées par la Russie, notamment la région de Donetsk. C'est dans cette oblast que la Russie avance de façon assez inquiétante pour l'Ukraine. Et puis, est-ce que c'est particulièrement inquiétant, justement? Pourquoi? C'est inquiétant parce que cette avancée elle a été rendue possible en fait par des infiltrations russes réussies dans un secteur pourtant très solide d'ordinaire du point de vue défensif côté ukrainien. On est, vous le voyez, sur la ligne de front en jaune dans le sud-est du pays. Une autre carte, regardez ces flèches bleues, on dirait presque une pince de crabe. On est à l'est de Pokrovsk, ville minière convoitée par la Russie depuis un peu plus d'un an maintenant. Dans le camp de Zelensky, on reconnaît l'avancée d'une dizaine de kilomètres, mais on relativise en assurant qu'il n'y a par exemple pas de blindés sur cette opération-là. Ce qui inquiète quand même les Ukrainiens, c'est qu'on est à 2 jours, vous le savez, du sommet entre Trump et Poutine, que la Russie ne semble pas être dans une posture de paix ou à minima de pause dans ce conflit. D'ailleurs, le ministère russe de la Défense a affirmé aussi que ses unités avaient conquis 2 villes, dont Nikanoïvka. On est juste au nord-est, vous le voyez, de Pokrovsk, dont je vous parlais à l'instant. La Russie qui, à ce stade, Alain, occupe 20% du territoire ukrainien. Cette offensive à 3 jours, enfin à 2 jours maintenant de la réunion, c'est une manière pour Poutine de dire aux uns et aux autres, voyez, moi de toute façon mon objectif il est clair, vous le connaissez, pas question de laisser tomber quoi que ce soit. Oui, en fait ça donne surtout 2 dynamiques qui sont concurrentes. La dynamique diplomatique d'un côté et puis la dynamique militaire de l'autre. Or, les deux finalement avancent de manière concomitante et c'est pour ça que la question du cessez-le-feu est véritablement au cœur de ces interrogations. Les Russes, très clairement, ont l'initiative sur le terrain. Les Ukrainiens aussi le soulignent. Et qu'est-ce que c'est percée? Alors, il y a percée et exploitation, qui sont 2 choses différentes, témoignent. Eh bien, cela témoigne de 2 choses. D'abord que le front est beaucoup plus mobile qu'on ne le croit. Les Russes ont réussi à constituer ce qu'on appelle des saillants, à partir desquels ils peuvent
utiliser, d'ailleurs c'est ce que Zelensky a dit comme menace, ils peuvent utiliser ça comme planche de ressort pour attaquer de plus en plus loin et de plus en plus profondément. Et puis la deuxième chose, c'est que la ligne de front du côté ukrainien, elle est extrêmement fragile parce qu'elle, finalement, elle se fonde d'abord sur les dronistes, sur la capacité à frapper à partir d'opérateurs de drones. Or, pour tenir à un moment une ligne de front, il faut des fantassins, il faut de l'infanterie. Or, on sait bien, c'est ce dont les Ukrainiens manquent, et cela permet aux Russes de s'infiltrer. Alors, peut-être par petits groupes, mais petit groupe par petit groupe, la vraie question c'est à partir de quand et si les Russes arrivent à engager ce qu'on appelle le deuxième échelon. Le deuxième échelon, généralement, sont des troupes plus lourdes, avec peut-être des moyens un peu plus lourds, de l'artillerie, peut-être quelques blindés. Très peu, non pas parce qu'ils n'en ont plus, mais parce que probablement qu'ils constituent des masses et une réserve opérationnelle à partir de laquelle ils pourraient exploiter le jour où ils estimeront qu'il y aura une vraie percée. Faudrait-il encore que cette réserve opérationnelle existe, en fait, hein, parce que là, il faut quand même, sur cette percée qui a été largement commentée depuis 2 jours dans nos médias, c'était des petits groupes qui ont avancé avec juste leur arme à la main, donc sans vraiment avoir des ressources, des moyens plus puissants. Et c'est vrai que ça a été parfaitement exploité par les médias russes, notamment à la veille de ce sommet. Ça, la communication, effectivement, ça les arrange énormément. Par contre, j'ai passé du temps à regarder sur les réseaux sociaux ukrainiens pour voir ce qu'ils disaient les médias officiels et puis tous ceux qui nous sommes en contact direct avec les gens vraiment sur la ligne de front. Ils ont dit c'est inquiétant, mais c'est pas là maintenant que le front va tomber. Il y a le bataillon Azov notamment qui se mobilise pour effectivement pour contrecarrer en fait, à cette offensive. Mais à l'heure actuelle, ces forces présentes comme ça de façon éparpillée à un petit nombre ne suffisent pas pour tenir ce territoire en fait. Oui, mais justement, en attendant, même si c'est pas une conquête de Vladimir Poutine, il avance, il progresse, il grignote. Or, à un moment sur la table, sera posée quand même la question de qu'est-ce qu'on négocie, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on lâche, même si du côté ukrainien, on dit on ne lâchera jamais rien. Mais dans l'esprit de Vladimir Poutine, dans l'esprit aussi de Donald Trump, ils insistent sur cette question de l'échange des territoires, quand même, de toutes les manières. Mais bien sûr, la Russie, elle aussi, va... Or, quand on arrête une guerre, il faut faire des concessions à un moment ou à un autre. Bien sûr. En tout cas, Trump a été très clair, apparemment, vis-à-vis des Européens et de Zelensky. C'est ce que rapporte Axios, et qui disait que... Axios, c'est une agence d'information. Est très proche, enfin, très bien connecté sur ce qui se passe au niveau de la Maison-Blanche, et très proche de Donald Trump. Et qui dit que Donald Trump a dit donc à Zelensky et aux Européens qu'il y aura des concessions territoriales à faire de la part de l'Ukraine. Et en réalité, comment dire autrement, puisque la Russie a conquis 20% du territoire, et en fait on a le choix, soit on va aller une guerre totale et on va sortir les Russes d'Ukraine, soit on va devoir négocier avec ce qu'ils ont déjà pris. En fait, c'est malheureusement cette réalité sur laquelle on doit faire face. Sur le grignotage qu'il y a sur le terrain, il y a quand même quelque chose d'intéressant à dire, c'est que les Russes commencent très mal leur guerre en général, mais arrivent pas mal à les terminer. Et là, aujourd'hui, les Russes ont changé de tactique militaire et sont en train d'encercler les villes par du grignotage. Et ils sont en train de bombarder ces villes jusqu'à les rendre inhabitables, et tout en les encerclant. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, les Ukrainiens se disent on défend quoi? On se retire, on défend autre chose. Et les Russes avancent. En fait, c'est cette stratégie qui a commencé à se mettre en place depuis le début de l'année et qui est en train de réussir. Bien sûr, c'est pas de grosses avancées, comme vous le rappeliez, c'est des petites avancées. Mais il n'empêche que la stratégie a changé et qu'elle est pour le moment payante. Oui, en fait, alors par rapport à cette stratégie, en fait, elle est d'autant plus payante que ça permet finalement à Vladimir Poutine de dire à Donald Trump et au monde, en fait, moi, mon armée, elle avance, mon avancée est inexorable, je suis inarrêtable, et donc finalement, c'est vous qui venez me demander un cessez-le-feu, et donc si vous voulez que je fasse un cessez-le-feu, il va falloir faire
d'énormes concessions. Donc c'est ça en fait finalement qui est vraiment frappant dans cette avancée, c'est que effectivement il y a une avancée réelle sur le terrain, mais qu'en plus de ça il y a une exploitation politique derrière qui alimente propagande, quoi, en fait, c'est ça. Alors c'est une propagande basée sur quand même un fond de vrai et sans doute une conviction profonde aussi de la part du Kremlin que cette guerre il va la gagner dans le temps long et que donc effectivement ce sont les Européens et les Occidentaux qui demandent en fait finalement un cessez-le-feu et donc ça le met en quelque sorte, de son point de vue, en position de force. C'est clair que Poutine et ses généraux veulent continuer la guerre parce qu'ils considèrent qu'ils ont un peu le vent en poupe et que dans le fond le temps leur profite. C'est clair aussi de l'autre côté que Zelensky n'est pas prêt à dire je vais céder des territoires. Il n'est pas prêt actuellement. Et bien sûr, il sait très bien qu'il ne pourra pas reconquérir tous les territoires qu'il a perdus, mais il n'est pas prêt actuellement à dire je vais céder des territoires. Pourquoi? Parce que l'équilibre des forces n'est pas évident actuellement. Et par conséquent, les frontières des territoires effectivement occupés par la Russie, eh bien, sont incertaines. Et effectivement, il n'y aura pas de cessez-le-feu vendredi prochain, il n'y aura pas de cessez-le-feu 15 jours plus tard, et il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que cet équilibre des forces ne sera pas plus ou moins stabilisé, et la guerre va continuer. Alors, regardons la placarde, justement, avant d'aller dans un instant au fort de Brégançon, réécouter Donald Trump, et nous serons même à Anchorage, pour avoir le pouls, l'atmosphère avant le sommet. La Crimée, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut refaire un petit peu d'histoire, et c'est de l'histoire récente. La Crimée, l'annexion, c'est 2014. Et ensuite, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk, ce sont ce qu'on appelle ces oblasts, enfin ces provinces. Et ça, c'est ce qui est annexé depuis 3 ans et demi. C'est la guerre. Ce qui est occupé. Occupé, ouais, pas annexé, occupé. Donc c'est bel et bien sur ces territoires qu'il faudra sûrement à un moment négocier. Volodymyr Zelensky, non, ça c'est à moi, c'est ukrainien, hors de question, je lâche à Poutine. L'Ukraine ne dit pas. Mais c'est pour cela mais attendez, mais la discussion va quand même devoir porter, qu'il le veuille ou non, là-dessus. L'Ukraine demande depuis des mois un cessez-le-feu en disant après on prend le temps pour négocier. Mais l'Ukraine peut accepter ce principe de réalisme sur le terrain pour dire ces terrains sont occupés et on ne veut pas maintenant conquérir coûte que coûte avec des dizaines de milliers de victimes et des morts, des soldats ukrainiens morts. Par contre, il n'y aura jamais une reconnaissance formelle de cette occupation en fait. Donc advienne que pourra, à un moment donné, on a vu combien de décennies plus tard, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, il y a eu une réunification. Donc l'Ukraine reste quand même de ce principe de réalisme et d'humanisme pour dire faisons un cessez-le-feu et négocions. Sauf que la Russie veut avancer. La Russie, ce qui les intéresse, c'est faire tomber les sanctions et redorer un peu la situation, rebooster, et ils vont repartir parce qu'ils sont dans une logique revanchiste et jusqu'au boutiste. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous pensez qu'il va commencer à s'occuper de la politique intérieure, d'améliorer le bien-être de la population en Russie? Non, il voudra toujours, il reste focalisé sur sa logique de dire, de remettre au goût du jour l'ex-URSS et de restaurer presque la Russie tsariste en fait, 1700, Pierre le Grand. Vladimir Poutine veut rester dans l'histoire, Vladimir le Grand qui a réunifié les terres russes. Il le dit directement dans ses messages en fait. Qui se limite simplement à l'Ukraine. Non, absolument pas. La Pologne qui dit qu'on a peur, qu'on se sent menacé, en danger, les pays baltes, la Finlande, la Suède, pourquoi ils ont adhéré ou demandé à adhérer aussi vite à l'OTAN en 2022. Il ne faut pas négliger l'histoire quand même séculaire qui se joue dans ce conflit existentiel et civilisationnel en ce moment sur le théâtre ukrainien. Je comprends tout à fait le discours ukrainien, mais à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'Ukraine. Ouais. Et Poutine veut, en effet, l'Ukraine à genoux, la totalité de l'Ukraine. C'est ça son objectif, et son objectif n'est pas aujourd'hui de reconstituer l'Empire russe. D'ailleurs, autrement, il prendrait l'Alaska après-demain, puisque il y a un siècle et demi, ça a été russe. Donc il ne veut pas reconstituer l'Empire russe, et je pense, je vais plus loin, à part l'Alaska, qui est une plaisanterie, effectivement, je pense qu'il n'a pas les moyens aujourd'hui de se frotter militairement à l'OTAN. Par conséquent, il n'attaquera pas avec des moyens militaires un pays de l'OTAN, il cherchera à déstabiliser tel ou tel pays balte par des moyens politiques, il peut le faire, puisqu'il y a des minorités russophones, mais il n'attaquera pas militairement, avec des chars et avec des avions, un pays de l'OTAN. Je crois qu'il faut quand même limiter le débat. Aujourd'hui, le débat, c'est l'Ukraine. Et puis après, on verra. Il attaquera peut-être la Moldavie, parce que la Moldavie n'est pas dans l'OTAN, en effet, mais on n'en est pas à la Pologne. La Pologne se réarme, elle a raison de se réarmer,
Mais tous les pays européens ont raison de se réarmer. Mais c'est pas parce qu'ils vont être attaqués par les Russes demain matin. Mais permettez-moi juste de rappeler que je ne suis pas moi la seule franco-ukrainienne à dire que la Russie se prépare à aller plus loin. Il y a des services de renseignement européens en Allemagne et dans d'autres pays scandinaves. Il y a des généraux très très haut gradés de différents pays européens qui disent ne soyons pas dupes, ne restons pas dans le monde des bisounours. L'Europe doit se préparer à une guerre sur nos terres d'ici 2030 en fait. Donc préparons-nous pour éviter la guerre, effectivement, mais il faut quand même qu'on soit très conscient que Poutine, il va pas s'arrêter à l'Ukraine. Il est dans une logique maintenant, dans un engrenage où s'il arrête de faire la guerre, son système s'effondre. En fait. Dans tous les cas, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à 18h45, voilà quel est le schéma de la journée. Il y a eu la réunion virtuelle des Européens, avec 3 réunions avec Donald Trump, avec Volodymyr Zelensky, d'après Emmanuel Macron. Nous serons tout à l'heure en direct du fort de Brégançon. D'après Emmanuel Macron, il a entendu, c'est ce qu'a dit le chef de l'État, une volonté affirmée, américaine, d'obtenir un cessez-le-feu. Donald Trump a pris la parole un petit peu plus tard dans la journée, et il l'a répété, effectivement, que vendredi, auprès de Vladimir Poutine, du président russe, il a bel et bien l'intention d'obtenir quelque chose. On écoute le président américain. Je veux arrêter cette guerre. Je veux arrêter cette guerre qui a été faite par Biden. Je veux l'arrêter pour qu'elle soit ajoutée à la liste des guerres que j'ai arrêtées. Et moi, j'ai eu une bonne relation avec Vladimir Poutine. Voilà, il dit qu'il veut obtenir de Poutine le cessez-le-feu. Il le menace même de conséquences sévères s'il ne met pas fin à la guerre. Alors on voudrait comprendre, est-ce que c'est du Trump matamor ou il est bel et bien dans cette intention de dire « Président russe, je ne le laisserai pas faire ce qu'il veut ». Moi, je pense qu'il y a beaucoup de théâtre, parce qu'il y a, d'un côté, Donald Trump parle de possibles donc répercussions contre la Russie. Il y a le vice-secrétaire au Trésor qui a déclaré il y a quelques heures qu'il pourrait y avoir des sanctions sans précédent contre la Russie et même des sanctions secondaires sans précédent contre la Russie. Mais moi, honnêtement, je ne vois pas du tout qu'un tel rendez-vous entre Poutine et Trump se fasse vendredi sans qu'au préalable une mouture d'accord ait été préparée à l'avance. Franchement, j'y crois pas un instant. Les deux veulent montrer qu'ils ont obtenu quelque chose, qu'ils se sont entendus sur quelque chose. Et si jamais l'Ukraine pose quelques problèmes en termes d'accord entre les deux, et ben ils vont essayer de se concentrer sur d'autres sujets, comme la coopération dans l'Arctique, dans le pôle Nord, où ils ont beaucoup de choses à raconter, puisque la Russie contrôle 11 fuseaux horaires et Trump veut annexer le Canada et le Groenland. Le pétrole, où les deux sont parmi les 3 plus grands producteurs de pétrole au monde. Le gaz, où ils sont parmi les plus grands producteurs également. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils peuvent discuter. Mais je voudrais qu'on aille en Alaska, parce qu'on vient de me dire que l'Alaska est connecté en Anchorage. Justement, c'est intéressant de prendre le pouls à 48 heures de cette réunion. Et c'est Laurence Saïm qui est sur place pour BFM TV. Vous y êtes arrivé il y a quelques heures, justement, Laurence. La question, quelle atmosphère vous sentez à Anchorage alors, avant ce grand rendez-vous ? Écoutez, ayant couvert beaucoup de sommets, je peux vous dire que c'est le grand calme et que c'est comme si rien ne se passe. C'est vraiment très frappant. Il n'y a même pas dans les rues d'Anchorage que nous avons sillonnées avec le JRI Niels Cambier et Julien Rosière, eh bien, il n'y a absolument pas de sécurité, pas de préparation. On ne voit rien, c'est le calme. Et alors, on est ici sur une des places d'Anchorage et ce qui est très frappant, un peu symbolique, c'est ce panneau. Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon avec des montagnes? Et encore une fois, on a vraiment l'impression qu'Anchorage ne se prépare pas du tout à ce sommet historique. C'est ça vraiment qui frappe. L'autre chose qui nous a frappé, c'est de voir, comme toujours, en arrivant à l'aéroport d'Anchorage, eh bien, des hommes de Trump qui sont là pour sillonner, comme Donald Trump aime le faire, l'Amérique profonde pour parler des problèmes intérieurs aux Américains. Et hier, donc, à notre arrivée à l'aéroport, il y avait le ministre des Transports qui venait faire un discours sur la sécurité aérienne en Alaska. On était vraiment très loin de l'Ukraine, du ballet diplomatique qui se joue en ce moment en Europe. Vous qui avez l'expérience des sommets, de ces grands rendez-vous internationaux, qu'est-ce qui vous frappe dans la préparation, dans tout ce qui se dit depuis plusieurs heures avant le rendez-vous de vendredi ?
Alors, ce qui me frappe particulièrement, c'est l'énorme secret qui est fait autour de ce sommet, parce que nous, journalistes sur place, eh bien, on est incapable de vous dire à quelle heure précise ce sommet va avoir lieu et où il va avoir lieu. Vous savez, on est pas mal de reporters, notamment des reporters américains qui sont là. On essaye tous de savoir, mais est-ce que ça va être sur une base militaire, comme beaucoup le laissent présager? Est-ce que ça va être dans un hôtel, dans la banlieue d'Anchorage, extrêmement sécurisé? Est-ce que ça va être sur une île, parce que l'Alaska, eh bien, c'est aussi un État où il y a plus de 2400 îles. En tout cas, on ne sait rien, on est à 48 heures, et donc c'est ça qui frappe, ce secret autour de ce meeting historique qui va se passer. On attend bien évidemment des précisions de part et d'autre, et on sait simplement que le président Trump devrait arriver vendredi matin. Le président, je vous le rappelle, est âgé de 79 ans, il aime arriver quelque part, il n'aime pas trop, lorsqu'il n'est pas dans des campagnes présidentielle, passer la nuit dans des hôtels, et donc normalement il devrait arriver vendredi matin en heure locale d'Alaska ici, c'est-à-dire pas avant 18 ou 20 heures en heure française. Voilà, Laurent Saïm en direct d'Anchorage. Alors là, je me tourne vers l'expérience de l'ambassadeur. Parce que là, on a un énorme rendez-vous. Habituellement, on a tout un barnum qui se met en place à 48 heures. Vous comprenez là tout ce secret, cette préparation peut-être à la dernière minute? J'imagine que ce soit du côté de Moscou ou du côté des États-Unis, on sait précisément ce qui va se passer. Mais là, il n'y a aucune indication, rien ne filtre. Aucune indication, mais évidemment, il y a comme d'habitude, avant le déplacement d'un président américain, des centaines d'agents des services secrets qui quadrillent le terrain. Ils viennent le plus tôt possible. Là, le sommet n'a pas été décidé très longtemps à l'avance, donc c'est un peu au dernier moment. Sinon, ils viennent 15 jours avant pour quadriller la population, interroger les gens, faire des enquêtes assez approfondies sur tous les lieux sur lesquels le président pourrait passer. Alors là, ça va être sur une base militaire, donc c'est un lieu clos. Effectivement, c'est plus simple. Ça peut être fait plus rapidement. Mais il y a certainement des centaines, peut-être même des milliers d'agents des services américains qui ont débarqué sur la même chose pour le russe. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, côté russe, comment on prépare? Et ben, c'est pareil, massivement. D'ailleurs, ils ont des bons contacts, parce qu'ils ont des contacts techniques entre eux. Pour pas se marcher sur les pieds, naturellement, et pour faire des choses qui sont cohérentes entre eux. Ils ont le même intérêt. Et ça se passe bien pour leur chef, hein, dans les deux cas. Donc les services, en effet, préparent. Alors d'habitude, il y a des missions préparatoires, plus larges, mais là, ils n'ont probablement pas eu le temps. Peut-être ils ont eu le temps, on ne sait pas. Les missions préparatoires, c'est un chef de cabinet du président, un aide de camp du président qui règle les questions de sécurité et les questions militaires. Et puis les deux ont le problème du bouton nucléaire. Il y a aussi un militaire, un colonel en général, qui se promène avec une valise parce que le bouton nucléaire, la dissuasion, elle ne peut pas attendre le retour du président à Moscou ou à Washington. Par conséquent, évidemment, tout ça nécessite beaucoup de monde, plus les médecins, plus les antennes médicales. Ça veut dire combien de temps? Parce que quand Donald Trump disait il y a quelques minutes, on l'a vécu, on dirait que ce sera rapide, ça veut dire quoi, cette rencontre? On négocie le temps de la rencontre. Ah bah ça, c'est les diplomates qui font voilà, ça. Entre diplomates. Les chefs de cabinet, bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est Outchakov qui est probablement chargé de ça, le conseiller diplomatique. Ça veut dire quoi, 2 heures, 3 heures oui, c'est quand même une demi-journée. Trump a annoncé qu'il resterait pas plus de 30 heures en tout sur le terrain. Au total. Donc, oui, c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Avec un repas, probablement. J'ai l'impression que ce sera en réalité un sommet relativement court. N'oublions jamais que Trump a une capacité d'investissement et d'écoute probablement assez limitée.